Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de la Politique c'est net, LPCN pour les intimes. C'est aussi le hashtag pour commenter l'émission sur Twitter. Toutes les semaines avec ma bande de gazouilleurs, je décortique l'actu politique vue des réseaux sociaux. Mes gazouilleurs du jour, Johan Neufnagel, bonjour. Bonjour Caroline. Vous êtes rédacteur en chef de Slate et l'un des fondateurs, il faut le dire. À vos côtés, Paul Laroutourou, bonjour. Vous êtes journaliste au Lab, le site d'Europe 1, et donc on va revisiter l'actualité ensemble. Hashtag Leonarda, le cas de la jeune kosovare expulsée alors qu'elle effectuait une sortie scolaire, a provoqué un tollé dans la classe politique et sur les réseaux sociaux. Depuis plusieurs jours, le mot-clé Leonarda est en tête des sujets les plus discutés sur Twitter. Entre indignation, coup de gueule contre Manuel Valls et défense de la loi, les internautes s'écharpent sur le web et parmi eux, les politiques qui n'hésitent pas à poster leur humeur. Retour sur l'itinéraire médiatique de cette affaire. Johan Neufnagel, je le disais, ça fait au moins 3 jours que le mot-clé Leonarda est en tête, notamment sur Twitter. C'est l'un des sujets les plus discutés. C'est assez rare, ça, qu'un thème comme ça, un mot-clé, reste aussi longtemps en tête. Surtout un mot-clé politique, ouais, c'est assez exceptionnel. Je crois que la dernière fois qu'on a eu une mobilisation sur les réseaux sociaux, c'était l'affaire du bijoutier de Nice, qui cette fois était passée probablement davantage sur Facebook que sur Twitter. Oui, puisqu'il y avait une page de soutien, voilà, où il y avait eu plus d'1 million de likes. On s'est demandé d'où venaient ces likes-là. Là, c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est effectivement la mobilisation, mais aussi que c'est une mobilisation qui est une mobilisation dans laquelle, comme vous le disiez dans le sujet, où les hommes politiques et les femmes politiques se sont massivement investis dessus. Et alors pourquoi ? Je pense que c'est une histoire de symbole. Ce sont des guerres internes à l'intérieur même du Parti socialiste. C'est un symbole qu'on a envie de manier parce que la gauche n'est pas très à l'aise avec ces histoires d'expulsion. C'est une gauche qui est très divisée sur l'immigration et que c'est assez facile d'être transcourant et donc de s'écharper sur un sujet qui est quand même très très symbolique. Oui, Paul, les réseaux sociaux, est-ce qu'on peut dire qu'ils sont propices finalement à l'indignation, à l'émotionnel ? Bien sûr, moi ce qui me paraît particulièrement intéressant dans ce cas-là, c'est le temps d'infusion de l'info. Elle a été reconduite à la frontière le 9 octobre. En fait, ça part vraiment le lundi 14 octobre par un blog. C'est les profs de son collège et d'un lycée qui bloguent sur Mediapart. Et puis ça infuse tout le lundi sur les réseaux sociaux. C'est parti d'Internet, c'est parti au d'Internet. départ, il faut le dire. Le mardi, ça infuse, ça remonte au bureau national, au PS, ça y va vraiment très fort. Et ensuite, c'est le mercredi matin où vraiment ça explose, ça devient la dominante de l'actualité. En Conseil des ministres, d'abord le tweet de Barcelone qui va très fort, parce qu'on en reparlera après. Oui, alors qu'est-ce qu'il disait sur ce tweet ? Il fait un tweet donc où il redoute que la gauche perde son âme. Oui, il dit qu'il faut respecter la loi, en gros, mais il ne faut pas que la gauche perde ses valeurs. Il y a la loi, et puis après il parle de valeurs de la gauche. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que donc c'est pas forcément que ce soit un tweet, mais que ce soit le président de l'Assemblée nationale donc qui tweet. Et puis ensuite, il y a eu à la fois donc des réactions traditionnelles, puisque Vincent Peillon monte au créneau dans la cour de l'Élysée, donc on ne peut pas faire plus traditionnel que ça. Mais quand même, ça continue vraiment sur les réseaux sociaux, d'autant plus que l'Élysée à ce moment-là essaie de temporiser en disant il va y avoir une enquête, on attend. Ensuite, les questions au gouvernement, Jean-Marc Ayrault dit que ça va durer 48 heures, mais commence à préparer les esprits à des sanctions. Et en fait, effectivement, comme vous le disiez, l'émotion se développe énormément avec le hashtag. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça a vraiment été, le temps d'infusion a été lent avant de se maintenir. On est aussi dans un cadre très particulier qui est le positionnement par rapport à Valls, notamment au sein de la gauche. On est dans les primaires socialistes à Marseille, on est dans une espèce d'ambiance comme ça. Où et le dossier Rome, ça touche le dossier Rome. Et ça touche le dossier Rome. On est depuis le dossier Rome, on est sur une espèce comme ça de pente autour de ce dossier-là, du positionnement par rapport à Valls. Est-ce que les anti-Valls et les pro-Valls sont à couteau tiré ? Et c'est vrai que là, Twitter est justement le
l'ingrédient qui va mettre le feu aux poudres entre ces composantes. Oui, justement, sur la teneur des commentaires, il y a ceux qui sont carrément indignés, mais il y a aussi beaucoup de tweets anti-Valls, puisque Valls est aussi, en fait, dans les mots-clés les plus cités sur Twitter. Alors, il est effectivement, pour une partie de la gauche et une partie du PS, l'homme à abattre. Là, c'est clair, en tout cas, ça se voit très clairement. Et dans la mobilisation, on en parlera des lycéens en ce moment. Alors là, on passe au terrain, en fait. On passe au terrain, on revient avec les réseaux sociaux. Les lycéens sont au taquet sur les réseaux sociaux. Que là, on est vraiment, c'est quelque chose qui est, c'est comme on peut dire, assez nouveau en France, où là, on est sur une double mobilisation sur Internet et dans la réalité, qui se nourrit aussi d'Internet. C'est-à-dire qu'on voit que les jeunes lycéens, leur utilisation des réseaux sociaux pour montrer leur action, d'utiliser Instagram et les autres sites pour partager leurs photos, pour faire des photos, on est comme ça. Donc c'est un aller-retour permanent qui fait que tout se nourrit. Et c'est plutôt nouveau quand même à cette ampleur-là, non? Par rapport à ça aussi, les réseaux sociaux sont utilisés. Ce qui est assez rigolo, c'est que ça va être les vacances. Donc les politiques se disent, l'exécutif se dit, ouf, ça va être les vacances qui vont s'arrêter. Et les lycéens disent, non, mais sur les réseaux sociaux, on va continuer à s'insurger et on va revenir à la rentrée. On imagine des épisodes encore dans les semaines à venir. C'est pas prêt de retomber là? Je pense pas. Non, ça va pas. La grande question, c'est ce qu'elle va revenir, Leonarda. Est-ce que le préfet est viré ou pas? Et comment ils vont gérer avec ça? C'est un vrai storytelling en fait. Le préfet, il a une bonne tête de fusible. Mais oui, on va voir ce que ça va. Valls est trop dans les sondages en plus, donc ça va être intéressant à suivre. Alors, ce qu'il y a eu d'autre dans l'actualité, c'est un tweet qui a fait des vagues. Dis-moi ce que tu tweets, je te dirai qui tu es. Gazouiller peut parfois s'avérer périlleux. L'ancien ministre de Sarkozy, Éric Besson, Valérie Trierweiler, plus récemment Christine Boutin et Nadine Morano l'ont appris à leurs dépens. Et pour les néophytes, le faux pas est vite arrivé sur les réseaux sociaux. Le président de la commission des finances du Sénat, l'UMP Philippe Marini, a déclenché le week-end dernier la polémique avec un tweet sur le drame de Lampedusa dans lequel il disait regretter le régime de Kadhafi. Tweeter n'est pas joué. Alors, Johan, je rappelle le tweet de Marini, exactement. L'afflux des réfugiés africains à Lampedusa et bientôt chez nous me fait regretter la disparition du régime de Kadhafi en Libye. Alors, c'est quoi ça? C'est une provoque? C'est une boulette? Vous l'analysez comment? J'essaie d'aller chercher le meilleur de chacun quand je lis leur tweet. Et j'ai beau tourner le tweet de Philippe Marini, je me dis, même s'il a voulu essayer de dire vraiment les 300 et quelques morts qu'il y a eu il y a 15 jours, c'est vraiment horrible. Et quand on voit ça, on se dit que peut-être que si jamais il y avait eu encore Kadhafi, ça ne serait pas arrivé. Et on se dit, mais soit il a une méconnaissance totale de qui était Kadhafi, que c'était quelqu'un, alors au-delà d'être une crapule qui a quand même dirigé son pays de la pire des façons pendant des années, qui a aussi fait un énorme chantage auprès de l'Union européenne en ouvrant ou en fermant les vannes de l'immigration africaine. Je ne sais pas ce qu'il a voulu dire. Je ne comprends pas qu'un homme politique de cette envergure joue avec ça. Enfin, tout dans ce tweet est pour moi dégueulasse. Et Paul, parce qu'il faut savoir que en fait, Philippe Marini et les sénateurs ici au Sénat disposent depuis plusieurs mois d'une formation par le service communication du Sénat. On ira d'ailleurs faire un petit reportage. Alors, est-ce que pour vous, il a bien compris les codes sociaux des réseaux? La preuve, on en parle. Parce que, exactement, c'est une manière de faire parler de soi au-delà de l'enceinte du Parlement. Je pense pas du tout que ce soit une boulette, puisqu'il assume, et il attire l'attention de ses abonnés et des journalistes, on en parle, il développe derrière sa pensée, donc c'est totalement assumé, développé. Effectivement, les sénateurs, ce qui est intéressant, c'est qu'ils s'y mettent. Les députés, il y a sur 577 députés, il y en a 350 à peu près sur Twitter. Et là, les sénateurs, ils sont à la louche 130, 140, si je ne dis pas de bêtises. À peu près, quoi. Et donc, ça fait 1 sur 2 à la louche. Et donc, ils s'y mettent. C'est pas toujours eux qui tweetent, parfois c'est leur assistant parlementaire. Bah là, c'est lui. Il était plutôt rétif, c'était un bloqueur au départ. Un samedi matin à 8h, on le voit bien prendre son café, lire son journal et dire c'est un scandale. Et puis il assume, et il répond. Il y a l'animateur agneau Bruno Guillon qui l'a interpellé. Il dit mais d'où viennent les malheureux naufragés, sinon des côtes de Libye et de Tunisie où règne le trafic et le désordre. Alors dans un deuxième temps, donc il assume. Dans un deuxième temps, il dit que c'est orchestré par le Parti socialiste parce que c'est Laurence Rossignol qui est sénatrice de l'Oise, le même département que Philippe Marini, qui a relayé ce tweet, mais finalement il assume quand même. Il assume, et d'un autre côté, ce qu'il dit n'est pas complètement faux.
L'Europe a quand même, depuis très longtemps, joue avec des régimes qui sont pas très nets vis-à-vis de l'immigration et sous-traite une partie, c'est vrai, du contrôle aux frontières à des pays qui sont pas forcément très regardants. C'est le cas de la Libye en Afrique, c'est le cas de l'Algérie, c'était aussi le cas à l'Est avec l'Ukraine. Sur le fond, son tweet est un peu dégueulasse, mais c'est des choses, mais il ne fait qu'assumer finalement. Changer un peu de point de vue. Non, mais il ne fait qu'assumer la pratique qui est celle de la France et de l'Union européenne depuis que Frontex existe. Hein. Et alors, Paul l'évoquait un peu tout à l'heure, est-ce qu'aujourd'hui, donc, les politiques maîtrisent à peu près leur communication sur les réseaux? Parce qu'on a vu le nombre de boulettes, je citais tout à l'heure les fails d'Éric Besson, on voit comment Morano, à chaque fois, est la tête de Turc sur les réseaux. Est-ce qu'on peut dire qu'il maîtrise globalement? Je pense qu'ils commencent à s'y faire bien. En tout cas, ils ont effectivement, comme le disait Paul, bien compris l'intérêt pour eux de faire parler d'eux. Pas toujours en bien, mais en tout cas, ça fait comme ça monte, ça devient tout de suite un signal. Il a été retweeté plus de 300 ou 400 fois, je crois. Donc, on voit bien aussi comment est-ce qu'un homme politique, finalement, qui n'est pas forcément un homme politique de très premier plan, peut à un moment occuper le terrain pendant quelques heures, voire quelques jours, avec, on va dire, un enchaînement, et on l'a vu aussi avec le cas de Leonarda, c'est d'abord les réseaux sociaux, repris généralement par un site à l'affût de la petite phrase politique qui peut faire mouche, comme peut l'être le Lab, ou d'autres sites pure player, et des sites d'information traditionnels, qui ensuite vont être repris, on sent que ça monte par les chaînes d'information en continu, et puis à nouveau ça va renourrir. Très important. Voilà, ça va nourrir une fois que l'AFP a vu que ça commence à monter. Forcément, ça devient un sujet. Donc l'AFP a un peu doublé. À la fois doublé. Sur Leonarda, la dépêche, si je dis pas de bêtises, c'est mardi soir qu'elle arrive, mardi soir tard, alors que c'était le 9 octobre. L'AFP, effectivement, se retrouve là concurrencée par plein de façons, sur l'alerte, sur le contenu, où il y a énormément de contenu, donc ils ont un rôle assez compliqué à jouer. En tout cas, on voit bien comment c'est en train de prendre, les hommes politiques, voilà, ils savent qu'ils peuvent jouer sur, entre la petite phrase qui ne sortira pas de Twitter, jusqu'à une exposition maximale sur les chaînes d'infos et donc les journaux. On verra comment ils l'utiliseront pour ces prochaines municipales, parce qu'il y a 6 ans, c'était quand même un peu archaïque. Elle pétille, elle pique parfois, mais elle nous donne toujours un coup de fouet. C'est la pastille de Lise. Nous accueillons Lise Pressac qui, toutes les semaines, nous livre son coup de cœur ou son coup de gueule. Bonjour Lise. Bonjour Caroline. Et alors cette semaine, c'est un coup de gueule au langage fleuri. Salope. Alors, pas vous Caroline, je vous rassure. Salope, c'est le mot à la mode dans la bouche des hommes, qu'ils soient humoristes ou politiques. Alors, je n'aurais jamais osé le prononcer sur Public Sénat à une heure de grande écoute, je l'avoue. Mais vu que c'est un attaché parlementaire qui l'utilise et que son sénateur ne trouve rien à y redire, je me suis dit que je pouvais. L'attaché parlementaire en question s'appelle Jean Bourdeau. Il travaille aux côtés de Jean-Pierre Michel, sénateur socialiste de Haute-Saône. Inconnu au bataillon, Jean Bourdeau a eu ce petit succès médiatique, faut le dire, avec ce tweet péremptoire concernant la députée frontiste du Vaucluse. Marion Maréchal Le Pen est une conne et une salope. Puis il rend hommage à son maître à penser. Vive Guy Bedos. Guy Bedos qui, quelques jours plus tôt, lors d'un spectacle à Toul, a traité Nadine Morano des deux mêmes qualificatifs. Il est donc devenu tendance de traiter une femme politique de femme de mauvaise vie. Alors c'est la définition polie de salope que j'ai trouvée dans le dictionnaire Littré. Qu'un humoriste qui a toujours employé des mots vulgaires insulte une ancienne ministre, c'est pas très étonnant, même si ça peut être condamnable. Qu'un attaché parlementaire insulte gratuitement une députée, quelles que soient ses idées, et qu'un sénateur applaudisse, c'est déjà plus inhabituel. Alors il y a une solidarité entre les insultés. Nadine Morano écrit « Honteux et indigne, le sénateur PS qui ne sanctionne pas son attaché parlementaire cautionne et se rend complice d'insultes ». Marion Maréchal Le Pen, elle a demandé au PS des sanctions. Réponse de Solferino. Certes, les propos de Jean Bourdeau sont stupides, grossiers et inutiles, quand même. Mais, parce qu'il y a un mais, ce propos est exprimé à l'encontre d'une personne qui est elle-même l'héritière d'une longue tradition politique de propos souvent déplacés. Alors, si je comprends bien le PS, insulter Marion Maréchal Le Pen sur Twitter, ça passe. Et je me demande si insulter Jean Bourdeau à la télé, ça passerait. Alors, je vais pas le faire, puisque j'arrive pas à trouver à salope son équivalent masculin, et c'est bien dommage. Ah bah, il y a bien salaud, mais ça n'a pas tout à fait la même connotation. Non. Bon, l'émission est terminée, mais c'est plutôt comme ça ou comme ça le tweet de Bourdeau?
Non. Allez, je me mouille. Ça vous laisse sans voix. Ça vous Ouais, laisse sans voix. on est assez